hein, c'est une sorte d'idéal type, et dans les faits, la réalité est beaucoup plus complexe. Les situations sont beaucoup plus mêlées. Mais si on extrait certains éléments, on arrive comme ça à construire ces figures, et notamment ces trois couples de trois types de produits avec trois constructions de l'artisan. Parce que ce qui nous semble important, et peut-être qu'on voit plus fortement dans les discours sur les industries créatives, c'est que il y a l'idée que les industries créatives doivent construire aussi le producteur culturel, le travailleur culturel, qui derrière est une sorte d'individu type dans une société donnée. Voilà, donc là, il y a aussi une construction hein, de l'individu. Ok. Avez-vous l'impression que les volumes qui sont impliqués dans une telle société, volume de l'ensemble de la population, volume de segments de la population, volume d'artisans, travaillent, je réfère un peu au rapport quantité-qualité, donc à certains volumes donnés, des états de différentes qualités sont forcés, ou du moins sont travaillés par les volumes. À titre d'exemple, l'idée de Nehru d'en arriver à une forme d'artisan qui fonde la figure nationale, ça ne peut pas se faire à 25. Oui, enfin, peut-être que... C'est plus de 150 millions d'artisans. On parle d'un secteur qui nourrirait, informel, qui nourrirait plus de 30%, voire 40% selon les chiffres qu'on avait de l'économie. Donc effectivement, on est sur une quantité et un poids dans l'économie très grand de cet artisanat. Et surtout, ce qu'on relève par rapport à ce qui nous semblait très important, c'était la place de cet artisanat et aujourd'hui du design dans l'idée de nation. Là, en termes de qualité, donc c'est vrai que ces deux facteurs sont essentiels en Inde, comprendre comment un projet national est porté par ces deux filières qui ont ce poids-là en termes de volume. Avec des divergences régionales aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des régions... C'est une fédération quand même. De 16 États. Oui. Jean-Pierre, une question. Je vous demande, je vous demande d'être rapide et puis on donnera la parole à monsieur qui est là. Donc, une petite minute pour formuler la question, une petite minute pour y répondre. Ça va aller plus vite. Non, je voulais simplement souligner un des termes que vous avez employé à la fin de votre exposé, qui est le terme co-construction du produit, co-construction de la valeur symbolique et marchande, co-construction de l'artisan, avec trois modalités à chaque fois. Bon, ce terme est beaucoup employé quand on parle des industries créatives d'une manière générale, pas simplement dans le cas que vous avez présenté. Et c'est évidemment un terme qui tend à lisser les rapports de force dans cette co-construction. Il me semble, mais c'est très, très intuitif, très rapide, il me semble que dans cette co-construction, l'artisan a quand même une part mineure. Et donc qu'est-ce que vous mettez comme rapport asymétrique derrière cette idée de co-construction? C'était toute une partie que je n'ai pas pu développer, où on expliquait que le designer fait partie de la classe urbaine, extrêmement occidentalisée, l'artisan fait partie d'un monde rural, pas ou peu éduqué, et que les rapports de classe et de caste ont quasiment pas changé. Et que voilà, donc effectivement, on met ce rapport-là sur place. L'expérience est absolument dingue. On était dans un institut de design, tout le monde échangeait des cartes de visite, et l'artisan, lui, qui était central dans le projet, n'était nommé que par son prénom. Voilà. En synthèse, 1 minute. Merci. Au regard un peu de la qualité de l'exposé, je me suis posé la question sur votre méthode de travail. Est-ce que c'est possible de nous partager en quelques secondes la méthodologie adoptée, les contraintes rencontrées par rapport à cette méthode pour aboutir à ces résultats? Et l'autre chose, c'est par rapport au marché. On en reste là. Ok. Je pose les questions, même s'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir le marché des biens produits par ces artisans ou ces designers. Est-ce que la logique de se former aux États-Unis est une logique aussi marchande, ou bien il y a un marché local très fort et ça se chiffre à combien? Et finalement, la question de madame... On arrête là, parce que vous voyez... Mais on viendra discuter avec vous, avec ça me fera plaisir, oui. Sinon, la dernière question, c'est celle qui me tenait beaucoup à cœur, qui est celle de madame. Je vais me fâcher. D'accord.
Une précision sur la méthode, je crois que c'est une question importante. Oui, alors, sur la méthode, on avait donc déjà sélectionné certaines régions et certains types d'artisanat. Et évidemment, on aurait des observations différentes si nous avions vu les choses ailleurs. L'idée, donc, c'était de conduire des entretiens, de faire des observations sur des sites. Donc, on a observé plusieurs sites, on a vu des artisans. Enfin, on a essayé le plus possible de voir des artisans au travail. On a tout fait pour nous empêcher de les voir. Ça n'a parfois pas été facile. Et puis il y a eu aussi par ailleurs des entretiens auprès d'officiels ou auprès de structures de diffusion, notamment à Delhi, de ce qu'on appelle les emporiums, qui sont les structures de diffusion officielles, mais qui maintenant sont pourries par la corruption. Enfin, je n'ai pas le temps de développer. J'aurais pu aussi, j'avais des éléments, mais je répondrai après à Laurent Jonker. Vous reprendrez la discussion quand Laurent nous aura fait son exposé. Merci. Donc, on passe à vous. Il faut que je passe aussi à l'ordinateur. Laurent Jean-Pierre, après, vous avez des choses à charger. C'est ça. Bien. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être invité ici. Je remercie les organisateurs de leur invitation. Je vais vous présenter quelques disons, constats issus d'un travail collectif dont je suis le porte-parole ici, qui a rassemblé un certain nombre d'intervenants en colloque, dont Hervé Séry que je vois là-haut, Pierre-Jean Belgesi, Thomas Paris qui intervient cet après-midi, et qui était un programme ANR qui s'appelait Impact et qui travaillait sur les rapports entre intermédiaires et créateurs dans les mondes de l'art, touchant parfois un certain nombre de secteurs des industries créatives. Ce micro est pour moi un programme que j'ai coordonné avec Olivier Rouet également. Et le point de départ de ce programme, c'était de constater que bon, il y a une grande variété de secteurs créatifs, d'organisation du travail et de l'emploi à l'intérieur des industries créatives. Mais au fond, les relations de travail dans les secteurs créatifs et dans les industries créatives sont en généralement négligées par les approches en termes d'industrie créative. On a quelques travaux récents, notamment en Grande-Bretagne, qui ont été produits, je pense aux travaux des Sondal, des Baker, sur la sociologie ou la sociographie des travailleurs créatifs. Mais ce sont des travaux qui sont relativement minoritaires, et alors même qu'on s'enorgueillit du poids des industries créatives et du poids de l'emploi créatif en Ile-de-France et bien sûr ailleurs, eh bien on connaît peu la situation des créatifs. On a une image exclusivement positive, on a en tout cas une idéologie exclusivement positive de leur activité qui occulte en grande partie l'organisation concrète du travail et l'expérience de travail de ces travailleurs. Alors, ce que je voudrais simplement faire ici, c'est défendre dans un colloque pluridisciplinaire une approche sociologique des relations de travail dans les industries créatives, une approche qui n'est pas simplement organisationnelle ou économique, et une approche qui n'aurait pas les défauts qu'a pointé à juste titre Bernard Miège dans son exposé il y a 35 minutes, qui sont les défauts effectivement d'une approche exclusivement professionnelle peut-être du monde des intermédiaires, même si vous le verrez, je crois qu'on n'a pas complètement réussi à dépasser les reproches, ou plutôt les limites qu'il a pointées. Alors, on note souvent l'importance de la part des travailleurs indépendants, des entrepreneurs individuels, des micro-entreprises dans les industries créatives. On note également le poids de l'expérience cardinale de la précarité des travailleurs dans les industries créatives. On la justifie, on l'explique plutôt
à cause du caractère très incertain de l'écoulement des produits dans ces industries. Mais ces notations ou ces résultats d'enquête ne sont en général pas indexés à une conception collective du travail créatif. Cette dimension collective du travail créatif est en général minorée. Et l'expérience de travail dans les industries créatives est souvent abordée soit de manière segmentée, c'est-à-dire par métier, par fonction, par profession, comme cela a été dit, soit dans une autre partie de la littérature sociologique, suivant un individualisme méthodologique qui consiste à essayer d'expliquer pourquoi un certain nombre d'individus fortement diplômés ont une préférence pour les activités précaires. Alors, il s'agit de reconstituer la rationalité paradoxale de ces acteurs créatifs qui viendraient à choisir des modalités de rétribution plus complexes, qui ne sont pas simplement économiques, qui sont symboliques, qui sont sociales, à travers l'accumulation notamment de capital social, d'un réseau qui permet de poursuivre l'activité créative épanouissante dans son principe. Et donc, il s'agit de reconstituer de manière, en ayant un langage, disons, individualiste, la rationalité paradoxale de ces acteurs. Alors l'idée, c'est que ces deux approches, une approche segmentée en termes de professionnels et une approche individualiste, sont insuffisantes pour décrire l'ensemble de la sociologie des relations de travail dans le monde des industries créatives. Et donc on s'est appuyé sur l'hypothèse qui a été d'ailleurs également formulée tout à l'heure, qui constitue une des stratégies qu'a décrite Bernard Miège. On s'est appuyé sur le constat plutôt économique d'une montée en puissance des structures de diffusion et de valorisation dans les industries créatives pour s'interroger sur les rapports entre intermédiaires, prescripteurs et créateurs. Rapports qui nous semblent les rapports structurants pour décrire les relations de travail dans le monde des industries créatives. Pour travailler sur ces rapports, on est entré, et c'est probablement effectivement une partie seulement de la tâche qu'il faudrait accomplir, on est entré justement par on est entré par les intermédiaires et les prescripteurs eux-mêmes, en essayant de mieux connaître leur activité, de mieux connaître la structuration de leur domaine d'activité dans les secteurs culturels et dans les industries créatives. C'était donc l'objet de notre enquête collective, avec en ligne de mire, et je vais essayer d'en parler un petit peu, en ligne de mire l'idée de stabiliser des types de relations entre intermédiaires et créateurs. Alors ça, je ne vais pas pouvoir beaucoup en parler aujourd'hui. Alors évidemment, ici on a une définition un peu restrictive par rapport à ce qui a été dit plus tôt de l'intermédiation. On parle d'intermédiaire humain, même si on s'est intéressé, et notamment Pierre-Jean Maguesi et Thomas Paris, latéralement, disons, à l'intermédiation numérique. Alors ce que je vais faire rapidement à partir de cette introduction un peu générale, c'est présenter notre argument général et puis quelques résultats, mais que je vais devoir passer très vite car je vois que le temps commence déjà à s'écouler. Donc j'ai dit déjà que je suis parti de l'idée que les intermédiaires et les prescripteurs ne sont pas simplement des auxiliaires dans les industries créatives, mais sont au centre à la fois de la création et des industries créatives. Ils participent en ce sens à la co-construction. C'est un fait relativement stabilisé dans la sociologie des mondes de la création. Et donc, il y a une interdépendance plus forte entre créateurs, intermédiaires et prescripteurs dans les industries créatives contemporaines. Ce ne sont pas donc des tiers entre artistes et public, mais des acteurs ou des parties prenantes de la création. Ce qui fait qu'on est obligé de réviser, et là je crois que c'est quelque chose que ici personne n'apprendra, on est obligé de réviser notre conception de la création, qui n'est pas simplement résorbable dans l'idée d'une chaîne linéaire d'activités créatives qui serait en quelque sorte stabilisée historiquement à travers des conventions sociales, des dispositifs techniques. On est obligé de la concevoir de manière plus tridimensionnelle, comme un système d'intermédiation où la prescription, la production, la distribution sont reliés dans des rapports qui ne sont pas simplement des rapports de coopération, mais des rapports conflictuels. C'est peut-être ici un des apports de notre enquête collective que d'avoir souligné la dimension conflictuelle
qui est relativement trivial par ailleurs, mais qui n'est pas toujours souligné, entre les différentes fonctions d'intermédiation ou des différentes fonctions qui prennent part à la création. Dimension conflictuelle qui fait que ces différentes fonctions peuvent être occupées par un même acteur et pas simplement par une classe d'acteurs déterminée. Donc un système d'intermédiation, et au fond, l'essentiel de mon exposé consiste à dire ici, soyons attentifs, en tout cas ce serait la perspective sociologique, soyons attentifs à un mode de contrainte qui est souvent peu mis en avant par les études sur les industries créatives, qui n'est pas celui, disons, de l'organisation industrielle, de l'organisation d'entreprise non plus, qui a été largement étudié, qui n'est pas celui du marché, qui est largement étudié également par les économistes, mais qui est ce qu'on appelle une écologie des activités d'intermédiation, pas des professions, des activités d'intermédiation, et qui a en quelque sorte ses frontières et sa géographie propre, qui pèse sur l'activité créatrice et sur la chaîne de valeur et sur la co-construction des valeurs qui ont été évoquées plus tôt. On essaye d'insister sur l'existence de cette écologie sociale qui n'est pas abordée par les approches, par exemple, en termes de réseau ou simplement en termes d'organisation. Donc on peut en voir un exemple ici très banal et simplement illustratif à travers, par exemple, l'idée de déplacement à l'intérieur des territoires du cinéma contemporain, une représentation graphique minimale de cette écologie sociale d'activité. Dans cet exemple, les flèches indiquent des catégories d'intermédiaires qui tentent d'occuper le territoire d'autres intermédiaires. Les groupes indiqués en gras sont ce que nous appelons des intermédiaires dominants dans le système d'intermédiation actuel. Ici, par exemple, les distributeurs comme les chaînes de télévision peuvent être considérés comme des intermédiaires dominants parce qu'ils sont capables d'occuper les deux autres territoires du système d'intermédiation, production et prescription de films. Et les critiques qui pouvaient être dominants dans une phase antérieure du système d'intermédiation sont aujourd'hui des intermédiaires au poids moindre parce que leur territoire d'activité est aujourd'hui contesté par de multiples groupes d'acteurs et notamment par l'infomédiation dont on a parlé plus tôt. Donc notre propos n'est pas de définir qui est l'intermédiaire ou qui ne l'est pas, mais d'interroger les mondes sociaux de la création et des industries créatives depuis cette entrée négligée et depuis cette idée un peu régulatrice d'une écologie sociale des territoires d'intermédiation qui exprime les rapports de force à l'intérieur de la production créative. Bon, alors, pour mieux situer l'intérêt éventuel de cet argument, il faut également remarquer que la littérature économique, sociologique et historique a souligné le nombre croissant, le nombre et la fonction croissante des intermédiaires et des prescripteurs culturels dans les mondes de l'art. Ce constat général est en quelque sorte, non pas contredit, mais modéré par un discours sur la désintermédiation qui serait le fait du développement des industries numériques. On a donc deux thèses sur le poids des intermédiaires qui sont en quelque sorte difficiles à articuler. Et bon, un des objets aussi de la recherche, ça a été d'essayer de les conjuguer. Alors, à partir de là, j'ai trois ensembles, disons, de tendances un peu générales à vous communiquer sur donc l'intermédiation et la prescription, des tendances que vous connaissez pour la plupart, et je vais essayer de les relier à la fin au problème que j'ai posé au départ, les relations entre intermédiaires et créateurs. Alors du point de vue donc, de ce qu'on a appelé, de ce que j'ai appelé dans cet exposé, les systèmes d'intermédiation. Ce qu'on a constaté à travers une enquête, disons, socio-historique, quelque chose que vous savez sans doute, c'est que ces activités d'intermédiaires sont de plus en plus concurrentielles avec le temps et qu'elles se continuent encore aujourd'hui à se libéraliser et donc à se libéraliser, y compris dans des nouveaux métiers, ou dans des métiers très anciens, comme celui de commissaire-priseur, qui était organisé encore
sous forme corporative jusqu'aux années 90. Deuxième observation, au sein des activités d'intermédiation, où la concurrence a été libéralisée, deux configurations marchandes semblent dominer dans les secteurs culturels. Le marché atomistique d'un côté et l'oligopole à franges de l'autre, ce dont témoigne par exemple le cas des agences de talent dans le cinéma. Ici, comme vous le voyez, une entreprise réalise 40% des placements et 7 majors réalisent 3/4 des placements dans ces agences, dans ce secteur cinématographique. Deuxième constat un peu généalogique ou socio-historique, les systèmes d'intermédiation tendent à se complexifier et à devenir, disons, à connaître une division du travail croissante, interne ou externe aux organisations. Alors on me dit que j'ai plus que 5 minutes, alors que là c'est marqué 7 minutes sur mon ordinateur, alors du coup je suis perturbé. Troisième constat concernant l'effet des industries numériques que j'ai mentionné au départ et dont le statut donc, est incertain. Les industries numériques, la montée des industries numériques se traduit autant par une réintermédiation que par une désintermédiation avec des variétés sectorielles très grandes. Et d'autre part, la montée des industries numériques se traduit par un effet sur la création qui est ambigu. D'un côté, on a un accès plus direct aux musiciens, producteurs par exemple, ou amateurs, et au public. D'un autre côté, la prescription devient de plus en plus importante. Donc d'un côté, une montée de la prescription, et d'un autre côté, un accès des offreurs à la demande qui paraît plus grand. Il y a comme un cercle, disons, d'entraînement entre d'un côté l'agrégation massive de l'offre et de l'autre côté la prescription de plus en plus précise. Alors, je n'ai pas le temps de continuer sur les systèmes d'intermédiation. Les deuxièmes constats sont plus classiques en sociologie, et notamment en sociologie des professions. On a constaté que la précarité qui concerne les créateurs ne concerne pas simplement les créateurs, mais aussi les positions d'intermédiaires. Autrement dit, la vie d'intermédiaire ressemble très largement à une vie d'artiste, avec tous les traits, faiblesse de rémunération, précarité de l'emploi, qui sont ceux de la vie d'artiste. Deuxième constat, là aussi, comme dans le monde artistique, les intermédiaires sont de plus en plus diplômés, mais ce qui est peut-être historiquement significatif, c'est que les intermédiaires sont de plus en plus diplômés par des formations qui sont de plus en plus éloignées des formations artistiques. Alors qu'historiquement, les formations d'intermédiaires et la genèse des nouveaux intermédiaires venaient, disons, des secteurs artistiques, on a un écart plus grand avec un poids croissant des formations juridiques ou gestionnaires dans les formations d'intermédiaires. Et donc les compétences des intermédiaires sont également en évolution. Les compétences traditionnelles de formation de réseau et d'information font place de plus en plus à des compétences de type économique et juridique. Une évolution qu'on pourrait expliquer par l'évolution notamment de la législation en matière de droit d'auteur. Alors, dernier point, quels sont les effets sur les artistes de cette évolution des métiers d'intermédiation? Eh bien, une sélection de plus en plus drastique des artistes et effectivement une prescription de plus en plus grande quant au comportement ou quant au mode d'être des artistes. On a l'impression que les intermédiaires dans les secteurs que nous avons étudiés sont de plus en plus souvent des coachs qui tendent à construire des formats d'artistes comme on vient d'entendre parler de formats en quelque sorte d'artisans. Il faut remarquer aussi que la contractualisation est très variable et ce phénomène a des conséquences sur le rapport de force entre artistes et mandants. La jurisprudence que nous avons consultée pour les acteurs et les agents dans le monde cinématographique tend à montrer que ces derniers, les agents, ont plus de garanties que les premiers.
les systèmes d'intermédiation actuels, l'enquête le confirme, ça a été dit évidemment par de nombreux autres chercheurs, produisent un transfert de risque créatif plus grand du côté des créateurs que du côté des intermédiaires. Alors si on rassemble ces tendances que j'ai dû exposer trop rapidement à cause du rythme drastique auquel nous sommes menés, eh bien, on a trois grands résultats. Une multiplication des territoires et des concurrences d'intermédiaires et de prescripteurs, j'ai parlé de division croissante du travail d'intermédiation, que la montée des industries numériques ne tend pas, me semble-t-il, à tempérer. On a une tendance, cette fois-ci plus professionnelle et sociologique, à une distance sociale plus grande entre les agents de l'intermédiation et les créateurs. Et on a une part croissante des pratiques d'intermédiation qui touchent pas simplement, disons, au contenu des produits créatifs, mais aussi au mode d'être artiste ou au format de l'être artiste. Et donc, il me semble que ces résultats qui ont été, disons, consolidés, et là, et souvent confirmés par rapport à des enquêtes qui avaient déjà été faites, dans le monde des intermédiaires, ces résultats permettent de revenir sur la question des relations de travail dans les mondes créatifs, avec cette idée que la montée en puissance des intermédiaires est le corollaire souvent négligé pour comprendre les formes d'exploitation ou d'auto-exploitation de plus en plus grandes qui peut exister du côté des créateurs. Alors ici, j'insiste sur le mot auto-exploitation qui n'est pas de moi, mais qui touche un point compliqué, puisque c'est un terme qu'on trouve dans la littérature justement britannique dont j'ai parlé tout à l'heure. L'auto-exploitation des créateurs, c'est l'acceptation d'un certain nombre de conditions de travail ou de conditions de rémunération qui ne seraient pas acceptées par les mêmes personnes dans d'autres secteurs. Donc il y a un lien à travailler entre cette auto-exploitation des créateurs et ce pouvoir croissant des intermédiaires qui sont soumis à des concurrences de plus en plus fortes entre eux. Des réactions? Merci pour la clarté de votre propos et la densité de présentation. Il y a un seul élément qui me perturbe. Je partage quasiment l'ensemble de ce que vous avez dit, je sais pas, donc j'avais même appris beaucoup de choses, mais vous avez évoqué à un moment le fait qu'il y avait à la fois aujourd'hui, on va dire en régime numérique, et de la désintermédiation et de la réintermédiation. Et je ne vois pas où il y a la désintermédiation, en particulier dans l'exemple que vous avez pris, et en particulier si on accepte, comme vous l'avez fait, de ne plus considérer que la chaîne d'intermédiation, ce serait une chaîne linéaire, et que si on pense un système, dire que le fait que des consommateurs puissent communiquer directement avec des artistes relèverait d'une désintermédiation, pour moi, c'est mettre de côté, alors, ce qui n'était pas dans votre propos aujourd'hui, une intermédiation technique, qui elle-même s'appuie sur on va dire, des savoir-faire des intermédiaires classiques. Donc je ne vois pas où est la désintermédiation, en particulier dans l'exemple que vous avez vu, qui est présenté dans le discours des industries concernées, dans le discours social d'ailleurs, comme des intermédiaires, mais je ne vois pas où elle est des intermédiaires. Oui, je me suis exprimé trop vite ou je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, je crois, c'est que si simplement on compte le nombre d'acteurs qui participent aux opérations d'intermédiation et de prescription, on peut avoir l'impression disons, les plateformes numériques permettent de diminuer le nombre des intermédiaires ou le nombre des schémas d'intermédiation. Maintenant, si on considère effectivement toutes les compétences incorporées dans ces opérations d'intermédiation numérique, je crois que vous avez raison. Alors, merci également pour cette présentation. Vous disiez que la sociologie, enfin les considérations sociologiques traditionnelles conduisent à penser que les artistes
même s'ils sont très diplômés, vont quand même choisir des fonctions qui sont peu rémunératrices parce qu'ils bénéficient d'autres, enfin d'un capital symbolique par exemple. Et vous disiez au début de votre présentation que vous aviez une autre approche des choses. Est-ce que là, en conclusion, vous pourriez apporter une nouvelle explication sur le choix de ces fonctions, de cette profession excusez-moi si ma question est un peu embêtante, je ne sais pas. Et puis, une hypothèse aussi, vous disiez que d'un côté, on encourage de plus en plus les pratiques amateurs, dans l'idée d'une désintermédiation. Est-ce que, je pense à un exemple qui est certainement une exception et qui est paradoxal en même temps, c'est l'exemple de la réalisatrice Valérie Donzelli, qui, avant de réaliser le film La guerre est déclarée, avait réalisé La Reine des Pommes de façon tout à fait amateur, justement. Je crois que ça a été tourné avec une toute petite équipe, peut-être même à l'appareil photo, etc. Et puis qui a réussi à obtenir les aides du CNC sur un projet de moyen métrage, je crois, qui finalement... c'était pour La Reine des Pommes, et puis finalement... ils ont réussi à produire La guerre est déclarée avec un petit budget qui a eu le succès que l'on sait à Cannes et puis ensuite sur les écrans. Alors, est-ce que... Bon, c'est aussi parce qu'ils ont une forte personnalité, je crois... qu'elle a une forte personnalité, ce qui irait dans votre sens, mais est-ce que ça irait dans l'idée que la personnalité d'artiste permet de se passer d'un certain nombre d'intermédiaires et d'imposer des nouvelles façons de faire? Voilà. Alors, sur la première question, non, malheureusement, je n'ai pas une théorie générale des raisons pour lesquelles le choix des professions artistiques est un choix explicable. Ce que je dirais quand même, c'est que, contrairement aux approches qui consistent à donc reconstituer une rationalité paradoxale dans ce choix, qui n'est pas un choix qui va de soi, puisqu'il est effectivement, il conduit des gens qui ont beaucoup de ressources à choisir d'être très peu rémunérés pour leurs ressources. Je crois qu'il faut introduire deux éléments qui sont évidents. Le premier, c'est l'élément idéologique, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas concevoir l'attractivité pour les métiers créatifs sans essayer de questionner l'idéologie qu'il y a, par exemple, autour de la catégorie d'industrie créative. Je crois que c'est le travail aussi de ce colloque, mais pas seulement autour de la catégorie d'industrie créative. L'idéologie qui consiste à laisser entendre que ces activités sont cool et que justement elles ne doivent pas être étudiées par les sociologues, parce que les sociologues pourraient montrer qu'elles sont moins cool qu'on ne pense. Et là, on voit très bien, je n'emploie pas le mot cool par hasard, j'emploie le mot cool parce qu'il y a un article récent, par exemple, dans une revue britannique qui dit, voilà, Hot Industries and Cool Jobs in Hot Industries, voilà, pour parler des activités dans les industries créatives. Donc voilà, ça c'est l'idéologie dominante indigène. Hein, et donc l'enjeu de nos travaux, c'est, je crois, de la casser. Je crois que ce travail idéologique est très important, et même des émissions de télévision, Nouvelle Star, ça participe évidemment de cette construction idéologique. Bon. Deuxième point, c'est qu'il faudrait aussi introduire cette dimension donc, de rapport de force entre, disons, employeurs et employés. Sauf que, bon, comme on n'a pas de salariat classique, on ne parle plus d'employeur et d'employé. Mais c'est pour ça qu'on réintroduit la figure de l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il nous semble que le rapport patron-salarié n'est pas, évidemment, le rapport pertinent pour parler des industries créatives, mais le rapport, en tout cas, pas toujours le rapport pertinent, mais le rapport, par contre, intermédiaire ou donneur d'ordre et artiste ou travailleur créatif est le rapport pertinent pour concevoir des rapports de force qui font qu'il y a des formes de subordination et d'acceptation de modalités d'activité qui sont des modalités inacceptables. Voilà. Alors, sur le point de Donzelli, c'est vrai que les sociologues, en général, on explique assez peu de choses par la personnalité individuelle. Et du coup, je ne pourrais pas aller exactement dans votre direction. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas de succès comme ça. Là, il faut reconstituer. Bon, je peux pas en parler. Je connais les films, mais je connais vraiment pas leur mode de production. Et donc, il faut voir par quel type justement d'intermédiation successive quelqu'un qui est parti d'une production amateur a été très vite consacré. Bon, et ça, c'est les cas effectivement rares.
de succès rapide dans des mondes où... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe, même si c'est à toute petite... Pardon, ça semble être à toute petite échelle, mais il semble que ce soit quelque chose qui est valorisé. Là, il y a un cahier du cinéma qui est sorti sur justement la jeune génération qui vient d'un autre milieu que le cinéma de fiction, qui vient du documentaire par exemple. Et ça a l'air d'être valorisé. Alors peut-être parce que ça a l'air cool aussi, comme vous dites, mais bon, c'est juste une intuition. Hein, D'accord. Je regarderai le numéro des cahiers du cinéma. Merci. D'autres interventions? Bon, merci pour cette communication très intéressante. On a 2 minutes. Ok, je vais aller très vite alors. Bon, une question simple finalement, en tout cas dans la formulation. Quelle est selon vous la nature ou la rationalité de ce pouvoir? Vous parlez du pouvoir des intermédiaires. Je pense notamment aux responsables de plateformes de financement collaboratif que j'ai interviewé dans le cadre de mes recherches. Il y a différents cas. Je pense à ma major company, le directeur financier qui me disait que finalement pour lui, faire ce métier-là ou vendre des machines à laver, ça lui était bien égal. Je pense à d'autres qui semblent avoir davantage un désir de contribuer à de nouvelles formes de production culturelle. Au fond, est-ce qu'il y a, d'après vous, est-ce qu'il y aurait un type générique de pouvoir et quel est effectivement vers quoi tend ce pouvoir des intermédiaires que vous décrivez? Alors, je pense que là, il y a deux niveaux de réponse. Il y a la réponse des acteurs à cette question. Si vous dites aux intermédiaires, non pas quel est votre pouvoir, mais au fond, quel est le fondement de votre compétence, dans tous les métiers qu'on étudie, je crois qu'on a toujours cette idée qui revient, qui est qu'eux connaissent, au fond, savent minimiser l'incertitude, qui est disons le principe structurant de ces marchés pour lesquels, effectivement, on ne connaît pas la règle de valorisation. Donc, au fond, ils ont une connaissance de la demande, hein, c'est ça. Ils ont une anticipation de la demande que n'aurait pas le créateur. Bon, et donc, c'est au nom de cette compétence qu'ils revendiquent leur territoire d'activité, hein, au nom de cette compétence qui consiste à minimiser l'incertitude sur la valorisation, notamment économique, des biens créatifs. Donc ça, c'est, je crois, le discours des acteurs. Maintenant, effectivement, l'opération sociologique consiste souvent à se méfier du discours des acteurs et à s'en écarter. Et donc, du coup, je crois qu'il y a un fondement, plus profond à ce pouvoir qu'il faut rapporter aux différences de propriété sociale, de caractéristiques sociales, on pourrait dire de qualité sociale, d'attributs sociaux entre les intermédiaires et les artistes. Ce sont des gens qui ont des ressources sociales qui sont plus valorisées dans le monde dans lequel on est. Et donc effectivement, ça leur donne un pouvoir sur les créateurs qui ont des propriétés sociales moins reconnues, moins légitimes. Voilà. Nous en sommes rendus avec plus de 20 minutes de retard à la pause. Alors, soyez gentils à la pause café. Nous allons reprendre à 11h40. D'accord? Il reste quand même 2 autres communications. Et puis, il y a toujours la pause déjeuner qui nous attend. Alors, soyez gentils. Ouais, la pause, une demi-heure.